Busan, Corée du Sud, année 1985. Une foule de gens se presse dans les couloirs souterrains du métro. Le bruit des pas se mêle aux annonces diffusées par les haut-parleurs. Ji-hoon, un homme d'une quarantaine d'années avec des cernes marquées, se tient près d'un pilier, une sacoche en cuir à la main. Son visage fatigué et ses vêtements usés attirent l'attention des agents patrouillant dans la station. L'un d'eux ralentit son pas et s'adresse à lui. « Toi, reste ici. » Ji-hoon lève les yeux tentant de deviner les intentions du policier. Mais il n'a pas le temps de réfléchir. Un deuxième agent le saisit immédiatement par le bras et tous deux, sans fournir la moindre explication, l'emmènent vers la sortie de la station. « Qu'ai-je fait? Où m'emmenez-vous » demande Ji-hoon. « Tais-toi et avance. Ne résiste pas. » Il obtempère, sachant qu'il n'a pas le choix. Une fois sorti de la station, il est conduit vers un camion frigorifique. Un camion exactement du type utilisé pour transporter des produits nécessitant une basse température. Les portes métalliques s'ouvrent dans un grincement assourdissant et Ji-hoon est poussé à l'intérieur où se trouvent déjà plusieurs personnes assises. Quelques femmes, 2 hommes et 2 enfants d'environ 14 ans. Personne ne parle. Le véhicule démarre et le ronronnement du moteur remplit le silence oppressant. Ji-hoon tente de comprendre ce qui se passe, mais tout semble irréel et incohérent. Après de longues minutes de trajet, le camion s'arrête. Le silence règne toujours à l'intérieur, ponctué seulement par la respiration lourde des passagers. Ji-hoon fixe les portes métalliques sombres de la remorque frigorifique qui les isole complètement du monde extérieur. Soudain, elles s'ouvrent dans un fracas et une lumière aveuglante inonde l'espace. Ji-hoon plisse les yeux et aperçoit une immense structure en béton. Au sommet, une inscription en lettres imposantes « Brothers Home ». Les passagers sont sortis du camion un par un. Une femme, trop lente, est violemment bousculée. Une grande porte, menant à l'intérieur du complexe de béton, s'ouvre dans un grincement sinistre. Dans la cour, des gens vêtus d'uniformes identiques, des survêtements bleus, errent en silence. Leurs visages sont vides, comme si toute vie les avait déjà quittés. Ji-hoon aperçoit des gardes armés de matraques en bois, brutaux et sans pitié, qui poussent les prisonniers sans ménagement. Lorsqu'il franchit la porte pour la première fois, une peur immense l'envahit. Il ignore encore que cet endroit sera son foyer pour les années à venir. Ji-hoon, accompagné du groupe des nouveaux arrivants, est conduit dans la cour du centre. Des murs de béton les entourent de toutes parts, surmontés de fils barbelés scintillant sous la lumière. Personne ne leur explique où ils se trouvent, ni ce qui les attend. Parmi la foule, Ji-hoon aperçoit des enfants maigres et épuisés, leurs bras marqués de bleu. Les nouveaux arrivants sont alignés en rangée. Les gardes passent devant eux, leurs voix sévères résonnant. Ils les assignent à des bâtiments qui ressemblent à des entrepôts, appelés baraquements. Ji-hoon est poussé vers l'un d'eux, le baraquement numéro 4. Juste avant d'entrer, les gardes lui ordonnent de se déshabiller complètement. Ils jettent à ses pieds un survêtement bleu, marqué d'un numéro 1994, et lui disent de l'enfiler. Ensuite, l'un des gardes lui tend une plaque portant le même numéro, 1994, et prend une photo de lui. Ji-hoon est maintenant autorisé à entrer dans le baraquement. À l'intérieur, l'atmosphère est étouffante. Les lits superposés sont placés si près les uns des autres qu'il est presque impossible de se déplacer entre eux. Les draps sont sales et troués. Un vieil homme, visiblement présent depuis longtemps, jette un regard à Ji-hoon et murmure doucement « Nouveau ». Ji-hoon hoche la tête. « Ne fais pas de vagues, fais ce qu'on te dit ». Après quelques dizaines de minutes, les lumières s'éteignent et un garde ordonne à tout le monde de rejoindre son lit. C'est l'heure de dormir. Le lendemain, à 5h00, un sifflement perçant retentit à l'aube. En quelques secondes, le baraquement se transforme en chaos. Les prisonniers les plus anciens se lèvent immédiatement de leur lit et commencent à les ranger méticuleusement. Chaque mouvement est précis et rapide, comme s'ils l'avaient déjà fait des centaines de fois. Ji-hoon, désorienté, observe les autres tendant les draps.
ajustant les couvertures et disposant les oreillers dans une ligne parfaite. Il voit les nouveaux arrivants, comme lui, figés, tentant de comprendre ce qu'il faut faire. Voyant cela, il devine rapidement ce qu'il doit faire. Il s'empresse de bien arranger sa literie. Peu après, les gardes pénètrent dans le baraquement, scrutant les lits. Un garde s'écrie « Debout !» en s'approchant d'un des nouveaux. Pourquoi ce lit n'est-il pas fait? Avant que l'homme n'ait pu répondre, le garde lui assène un coup de matraque sur la tête. Le choc est violent, mais cela ne s'arrête pas là. D'autres coups tombent sur son dos. Ceux qui n'ont pas réussi à faire leur lit à temps reçoivent le même traitement brutal. Les bruits des matraques en bois résonnent dans l'air, et le baraquement est plongé dans un silence lourd, interrompu seulement par les gémissements des victimes. Ji-hun observe tout cela, ses mains tremblent. Les prisonniers victimes de la brutalité se relèvent péniblement, et le garde commence à appeler les numéros sur la liste. Chaque personne, une par une, est assignée à différentes tâches. La pression est palpable, et même la moindre hésitation se termine par des cris et un coup de matraque. Ji-hun est affecté aux travaux agricoles. Il doit charger des sacs de terre et d'engrais, pesant plusieurs dizaines de kilogrammes, sur un chariot. Après seulement 1 heure de travail, ses mains sont couvertes d'ampoules, et ses muscles ne lui obéissent plus. Un garde, remarquant sa lenteur, s'approche et lui assène un coup dans le dos. Ne traîne pas. Ji-hun ressent la douleur pénétrer son corps, mais il ne proteste pas. Il sait qu'une réaction ne ferait qu'aggraver la situation. Après 3 heures de travail incessant, les prisonniers sont appelés à la pause déjeuner. Ils se dirigent vers un baraquement transformé en cuisine. Ji-hun se met en ligne avec les autres. Parmi les personnes qui attendent, il remarque des enfants d'environ 14 ans visiblement épuisés. Leurs yeux témoignent de la faim et de la souffrance. Chacun reçoit un repas, une tranche de pain dur et une fine tranche de jambon. C'est tout ce qu'ils ont à manger pour la journée. Ji-hun voit un vieil homme devant lui, qui, voyant un garçon à peine capable de tenir sur ses jambes, lui tend sans un mot sa propre portion. Le garçon, d'abord surpris, prend le sandwich d'une main tremblante. Après 2 heures de travail supplémentaire, Ji-hun aperçoit au loin le même garçon, celui à qui un prisonnier a donné son repas, se fait rattraper par les gardes. Ils lui arrachent son repas des mains et le jettent au sol. Ils l'entourent et commencent à le frapper. Autour de lui, c'est le silence total. Personne ne réagit à ce qui se passe. Le soir venu, lorsque tout le monde est dans son lit, épuisé, Ji-hun fixe le plafond, pensant à la journée écoulée. Des questions envahissent son esprit. Pourquoi cela se passe-t-il? Combien de temps vais-je rester ici? Est-ce que je sortirai un jour? L'homme ne sait pas encore que cette journée a été l'une des plus faciles qui l'attendent ici. Ji-hun se réveille au son de l'alarme à 5 heures précises. Les images de la journée précédente, des enfants punis, des rations maigres et des coups de matraque, tourbillonnent encore dans sa tête. Il saute rapidement hors du lit et le fait, s'assurant que tout est parfaitement arrangé. Il sait que la moindre négligence pourrait entraîner une punition. Lors du rassemblement matinal, Ji-hun aperçoit un prisonnier plus âgé qui semble mieux connaître les règles de cet endroit que les autres. L'homme, avec une silhouette émaciée et des rides profondes sur le visage, reste immobile, les yeux rivés sur le sol. Lorsque l'appel prend fin, Ji-hun ose s'approcher. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demande-t-il à voix basse. L'homme ne répond pas immédiatement. Il regarde autour de lui, s'assurant qu'ils ne sont pas observés. « Assez longtemps pour savoir qu'ici, tu ne gagneras pas. » Sa voix est rauque, presque un murmure. « Fais ce qu'on te dit. Ne te mêle de rien. » Ji-hun ressent un frisson glacé. Ces paroles résonnent comme si cet endroit ne détruisait pas seulement la liberté, mais aussi l'humanité. Ce jour-là, Ji-hun est affecté à un travail en atelier. Sa tâche consiste à polir des pièces métalliques, apparemment des éléments de plus grande construction. Bien que le travail ne soit pas physiquement exigeant, les conditions sont difficiles. La pièce manque de ventilation, et la poussière et la suie flottent dans l'air, se déposant sur la peau et pénétrant dans les poumons. À un moment donné, un autre prisonnier fait accidentellement tomber une des pièces métalliques.
Le bruit résonne fort dans tout l'atelier. Le garde qui se trouve près de l'entrée se précipite immédiatement vers lui. Le prisonnier est qualifié d'incompétent et le garde le frappe brutalement avec sa matraque en bois. Les matraques des gardes cachent un secret. Elles sont imprégnées de sel. Lorsqu'elles entrent en contact avec la peau blessée, la douleur est amplifiée. Ji-hoon observe l'homme tomber au sol. Tout le monde reste figé à sa place, comme si cette scène était devenue ordinaire. Peu après l'incident dans l'atelier, les prisonniers sont regroupés par 50 et conduits dans la cour. Les gardes annoncent qu'ils vont jouer à un jeu appelé le pont. Ji-hoon, tout comme les autres, ne sait pas à quoi s'attendre. Les gardes n'expliquent pas ce qu'ils doivent faire. La tension monte lorsque l'un des prisonniers plus expérimentés de son groupe commence à donner des instructions. Lorsque le garde crie « pont », vous devez vous aligner, vous mettre à genoux et poser vos pieds sur les épaules de celui derrière vous. On forme un pont, les mains bien à plat sur le sol, sinon nous serons tous punis. Les muscles tendus. « Pont !» hurle un des gardes en frappant le béton avec sa matraque. Le groupe de 50 prisonniers, y compris Ji-hoon, se précipite pour former une longue ligne dans une position inconfortable. Les bras tremblent sous la pression et les genoux s'enfoncent dans le béton. Le premier garde entre sur le pont d'un autre groupe et commence à marcher sur les dos des prisonniers. Chaque pas provoque des gémissements, mais personne n'ose bouger. Un prisonnier âgé, d'environ 70 ans, ne supportant plus la douleur et la fatigue, s'effondre sous le poids du garde. La structure s'effondre. Le garde hurle furieusement. Les gardes se jettent sur les prisonniers avec leurs matraques, frappant aveuglément. Les coups tombent sans relâche sur tout le groupe. Le soir, pendant un court instant de silence dans le baraquement, Ji-hoon entend des murmures. Quelques prisonniers discutent d'un plan d'évasion. L'un d'eux, un jeune homme avec une détermination visible dans les yeux, convainc les autres qu'il est possible de franchir les clôtures de la structure en béton, à condition de distraire les gardes. Ji-hoon écoute, mais ne répond pas. Il a déjà vu les murs de cet endroit à plusieurs reprises. Ils sont hauts, d'au moins plusieurs mètres. Le jeune homme lui semble fou. Ji-hoon a entendu des histoires sur ce qui arrive aux rebelles, et il a vu suffisamment de choses pour comprendre qu'ici, toute tentative de résistance ne mène qu'à davantage de souffrance. Quelques jours plus tard, la nuit, une atmosphère étrange règne dans le baraquement. Les bruits dans l'obscurité deviennent plus intenses et les murmures plus audacieux. Ji-hoon est allongé sur son lit, faisant semblant de dormir, mais ses oreilles captent chaque mot. Quelques prisonniers, dont le jeune homme qui parlait de s'évader il y a quelques jours, semblent maintenant élaborer un plan. C'est maintenant ou jamais, annonce-t-il, se penchant vers les autres. Si nous parvenons à détourner l'attention des gardes, nous avons une chance. Ji-hoon observe dans la pénombre environ une dizaine de personnes se rassemblant en un seul endroit. Ils savent que les portes du bâtiment sont fermées, mais ils savent aussi que les gardes réagissent à chaque bruit. L'un d'eux se faufile jusqu'à un mur métallique près de la sortie et commence à tapoter doucement dessus. Il ne veut pas mettre les autres en danger, alors il choisit une manière subtile d'attirer l'attention d'un garde. « Silence, encore un instant », chuchote quelqu'un derrière. Le bruit des tapotements résonne contre les murs. Quelques secondes plus tard, les pas d'un garde se font entendre, se rapprochant rapidement et régulièrement. La porte s'ouvre et la lumière de la torche éclaire l'intérieur. Le garde fait un pas en avant, scrutant l'intérieur du baraquement. Ceux qui participent à l'évasion se cachent dans l'ombre, contre les murs, dans des endroits invisibles depuis l'entrée. Lorsque le garde pénètre plus profondément, continuant d'éclairer l'espace, les prisonniers se glissent lentement vers la porte ouverte. L'un d'eux fait signe aux autres d'attendre. Le garde est déjà à quelques mètres à l'intérieur. Alors, aussi silencieusement qu'une ombre, les prisonniers se glissent derrière lui et s'échappent à l'extérieur. Ji-hoon ressent une pression dans sa poitrine, son cœur battant plus fort alors que les gardiens amènent les fugitifs dans la cour. Un silence lourd règne autour, seulement perturbé par le bruit des pas qui se rapprochent. Son esprit essaie de fuir ce qui va se passer, mais il n'y a nulle part où aller. Les fugitifs, maltraités et désespérés, se tiennent silencieux. Leurs visages sont tuméfiés, leurs vêtements déchirés et en lambeaux.
Chacun porte dans ses yeux la douleur et la peur, mais aussi quelque chose d'autre, une détermination qui n'a plus de sens. Les gardiens les alignent devant les prisonniers présents, leur corps tremblant de peur. « Ces gens ont enfreint les règles », dit l'un des gardiens en pointant les fugitifs. « Ils ont essayé de s'échapper. Voici leur punition. » Ji-hoon sent son corps se raidir de terreur. Toute la foule de prisonniers regarde en silence, sachant ce qui va arriver. Le temps semble s'arrêter. Après ce qui semble une éternité, les gardiens s'approchent de chaque fugitif. L'un après l'autre, ils les frappent avec leurs bâtons, des coups violents qui résonnent dans le silence de la nuit. Ji-hoon ferme les yeux, incapable de regarder la scène, mais il sait qu'il ne peut détourner le regard. C'est la punition pour avoir tenté de fuir. C'est une leçon qu'on ne peut oublier. Les corps des hommes tombent au sol, et le sang se répand sur le béton. Ji-hoon se réveille avec une douleur dans tout le corps. La nuit est passée, laissant en lui des cicatrices invisibles. La vision des prisonniers fusillés résonne dans sa tête, et chaque tentative d'ignorer cette image échoue. Le matin commence comme d'habitude. Le sifflet, le chaos, le fait de faire le lit, l'attribution des tâches. Après le travail, en fin d'après-midi, 3 gardes entrent dans chaque baraquement. Ji-hoon et les autres prisonniers savent que, quoi qu'il arrive maintenant, ce ne sera rien de bon. Dans la salle, l'atmosphère est angoissante. Les gardes rangent les prisonniers en rang, et l'un d'eux, frappant une matraque sur un cadre de lit superposé, annonce « Nous allons jouer à un jeu. Aujourd'hui, ce sera Hiroshima. » Les prisonniers restent silencieux, mais dans leur regard, on peut lire la panique. Ji-hoon ne sait pas en quoi consiste ce jeu, mais il pressent qu'il implique une grande souffrance. Les gardes commencent à appeler les prisonniers par leur numéro. Ils doivent monter sur le lit du haut, puis, sur ordre, s'asseoir sur le bord du lit. « Mettez les pieds entre les barreaux », ordonne le garde. Chacun insère ses pieds entre les barreaux du lit. Ils pendent, tête en bas. Les prisonniers glissent lentement du bord du lit, essayant de maintenir leur équilibre. Le métal s'enfonce dans leurs chevilles, le sang afflue vers leur tête, et la position est si inconfortable qu'ils commencent immédiatement à ressentir la douleur. Le poids de leur corps devient rapidement intolérable. Ils tremblent. Chaque respiration devient une lutte, et leurs yeux commencent à devenir rouges à cause de la pression sanguine. Les gardes se promènent entre les rangées, observant les prisonniers qui pendent. L'un d'eux tient une matraque, avec laquelle ils donnent de temps en temps des coups dans leur ventre. Le temps semble s'écouler au ralenti. Certains commencent à perdre connaissance et tombent du lit, frappant leur tête contre le sol en béton. Ji-hoon voit l'un d'eux, un jeune garçon, allongé immobile. Son corps est tordu dans une position anormale. Il s'est cassé le cou. « Emmenez-les d'ici !» hurle un garde, en désignant ceux qui n'ont pas tenu. Ceux qui ont survécu à Hiroshima sont trop faibles pour bouger seuls. Ils n'ont pourtant pas le choix. Ils doivent retourner dans leur baraquement. Ji-hoon tombe sur son lit, incapable de penser à quoi que ce soit. Mais une question surgit dans son esprit. Vais-je mourir ici ? Chaque jour à Brothers Home apporte de nouvelles formes de souffrance. Les gardes, ennuyés par la routine et investis d'un pouvoir absolu, inventèrent de nouveaux jeux, leur divertissement. Parmi ces jeux, on trouvait Hiroshima et le pont, mais l'un d'eux était appelé Kimba Prol. Le prisonnier était roulé dans un tapis, puis les gardes commençaient à le frapper de tous côtés. Ceux qui n'avaient pas réussi à protéger leur corps avec la bonne position subissaient souvent des fractures ou des blessures internes graves. Il y avait aussi la cavalerie, un combat brutal où 2 prisonniers du même baraquement étaient forcés de s'affronter. Le jeu se terminait uniquement lorsque l'un d'eux avait au moins le nez cassé, des dents arrachées ou une commotion cérébrale. L'un des survivants se souvient de sa participation à la cavalerie. Pendant le combat, il a endommagé 2 de ses dents et les gardes sont venus les lui arracher. Ensuite, ils lui ont personnellement arraché toutes ses autres dents. Ils ont arraché une dent après l'autre. Ce n'étaient pas des dents de lait, et aujourd'hui l'homme n'a plus aucune dent. 뽑으면 된다 하면서
보시면 알겠지만 Le red pepper powder était une autre forme de torture. Les prisonniers étaient forcés de rester dans des positions inconfortables, et lorsque l'un d'eux craquait, on lui plaquait la tête contre le sol avec une telle force que son nez se brisait, et le sol se couvrait de rouge. Chacune de ces épreuves laissait des cicatrices, non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Chaque jour, de nouvelles personnes arrivaient au centre. Un jour, lors de la traditionnelle assemblée matinale dans la cour, le regard de Ji-hoon fut attiré par quelque chose d'inhabituel. Dans le groupe des nouveaux prisonniers se tenait un jeune garçon. Il n'avait pas plus de 12 ans. Il portait déjà un survêtement bleu, encore propre. Son regard, bien que rempli de peur, trahissait qu'il n'avait pas encore connu l'horreur de cet endroit. Ji-hoon se figea. Son cœur se mit à battre plus vite. Il reconnut ses yeux, les yeux de son fils. Praderska a été créé en 1975, à une époque où la Corée du Sud était sous une dictature militaire. Les autorités, voulant améliorer l'image du pays avant les prochains Jeux olympiques de Séoul, prévus pour 1988, ont décidé de nettoyer les rues des sans-abri, des orphelins, des personnes handicapées et de tous ceux qui gâchaient l'espace public. Le gouvernement a mis en place un programme permettant l'arrestation forcée de personnes sans procès ni preuve. Ces personnes étaient envoyées dans des centres comme le Brothers Home. Officiellement présentés comme des lieux d'aide et de réhabilitation, ces centres étaient en réalité des camps de travail forcés, où de nombreuses exactions avaient lieu. Les gens étaient attrapés dans le métro, dans les rues, dans les parcs. Avec des critères gouvernementaux très flous et flexibles concernant les personnes à arrêter, il suffisait de paraître pauvre ou négligé pour être arrêté. Les autorités locales collaboraient avec la police, et chaque prisonnier amené au centre rapportait des fonds qui allaient directement dans les poches des responsables. De plus, les policiers recevaient des points pour chaque nouvelle personne amenée. Ces points étaient ensuite échangés contre des bonus financiers. Dans les années 80, environ 4000 prisonniers se trouvèrent dans le centre. Beaucoup d'entre eux étaient des gens en bonne santé et innocents, contraints de vivre dans des conditions inhumaines. À la tête du Brothers Home se trouvait Park In-gen, un homme qui avait transformé le centre en une machine à fric. Officiellement charismatique et religieux, il se présentait comme un sauveur qui aidait les gens à retrouver leur dignité. En réalité, il était un dirigeant impitoyable qui tirait des bénéfices de la souffrance. Les premières informations sur les abus ont commencé à apparaître en 1982, lorsqu'un membre de la famille d'un prisonnier, un homme nommé Kang, a signalé aux autorités que son frère était maltraité au Brothers Home. Au lieu d'ouvrir une enquête, Kang a été accusé par Park, le directeur du centre, de fausses accusations et condamné à 8 mois de prison. Le tournant est survenu en décembre 1986, lorsque Kim Yoon-wan, un procureur ambitieux de Ulsan, a entendu par hasard un chasseur local parler d'un groupe de travailleurs forcés abattant des arbres sur la montagne Ulyu. Kim a lancé sa propre enquête et a découvert que l'atelier était dirigé sur les ordres de Park In-gen, qui exploitait les prisonniers de Brothers Home pour effectuer ce travail. Il ne pouvait plus être question de dissimuler ce qui se passait derrière les murs du centre. Le 16 janvier 1987, Kim Yoon-wan a mené une perquisition au Brothers Home à Busan. Dans le coffre-fort du bureau du leader, on a trouvé 2 milliards de won en diverses devises. En tenant compte de l'inflation, cela correspondrait aujourd'hui à environ 10 millions de dollars américains. Cela confirmait la corruption et les intérêts privés de Park In-gen. Mais ce qui était le plus choquant, c'étaient les preuves montrant que Park tirait des profits non seulement du travail forcé des prisonniers, mais aussi du trafic humain. L'enquête a révélé qu'une partie des hommes étaient vendus à des usines, des fermes et des chantiers de construction où ils travaillaient dans des conditions inhumaines. Les femmes et les filles étaient exploitées et également échangées. Tout cela se passait avec la complicité tacite des autorités locales qui collaboraient avec le centre. Park In-gen a été condamné à seulement 2 ans et demi de prison, non pas pour la violation flagrante des droits de l'homme, mais pour détournement de fonds et corruption. Les informations sur le véritable temps qu'il a passé derrière les barreaux ne sont pas disponibles publiquement. Officiellement,
on a déclaré que 657 personnes étaient mortes dans l'établissement. Cependant, des sources non officielles suggèrent que ce chiffre est bien plus élevé. Le Brothers Home, un enfer dissimulé derrière une façade de charité, n'était pas seulement un lieu de souffrance. Il demeure aujourd'hui un symbole de la manière dont un homme en position de pouvoir peut aller très loin. Au lieu de protéger, un système a été créé où les gens étaient réduits à de la marchandise et la souffrance devenait une monnaie d'échange. La question qui reste est donc de savoir si le monde, qui a permis l'existence de Brothers Home, est prêt à garantir que quelque chose de ce genre ne se reproduira plus jamais.